Je vais parler un peu en 3 temps. Donc tout d'abord une introduction de la thématique, ensuite parler de l'intérêt de la sélection décentralisée participative, et puis ensuite parler de programmes spécifiques que nous conduisons sur le blé en France. Donc vous avez connaissance que les systèmes actuellement qui sont très productifs, ça repose sur un usage intensif d'intrants externes et puis d'énergie fossile, une spécialisation entre culture et puis élevage, une simplification, une uniformisation des paysages agricoles, et puis également au niveau de la biodiversité cultivée, une diminution du nombre des espèces et une homogénéisation génétique. Et je vais plus me focaliser sur ces aspects-là maintenant. Alors on peut dire qu'au cours du XXe siècle, on est passé d'un système où les paysans avaient chacun sur leur ferme des variétés population qu'ils utilisaient pour la production et pour la sélection, et que également, à travers leurs pratiques d'échange de semences et de sélection, ils permettaient la conservation de la diversité cultivée à l'échelle globale sous la forme de ce qu'on pourrait appeler une métapopulation paysanne, et qu'on est passé progressivement à une spécialisation et une division du travail où les 3 fonctions, conservation, sélection et production, se sont séparées entre différents acteurs. La conservation de la diversité génétique est localisée uniquement dans les banques de graines et les collections. La sélection se fait uniquement chez les sélectionneurs professionnels. Et les agriculteurs sont devenus des utilisateurs de semences qu'ils considèrent comme un intrant comme un autre. Et toutes les surfaces agricoles qui sont cultivées sont utilisées uniquement pour la production, donc ne participent pas à l'évolution et l'adaptation de l'espèce. Et donc ce changement dans le modèle d'organisation autour de la biodiversité cultivée, qui nous a fait passer d'un système distribué, préfordiste, sous la forme de réseau, à un système pyramidal de relation à cette biodiversité, a des conséquences aussi bien au niveau évolutif, écologique, génétique, que aussi sociaux et politiques. Donc je vais me focaliser plus sur ces conséquences au niveau de la diversité cultivée. Et donc en particulier cette spécialisation de la sélection, qu'on peut appeler la sélection moderne, a conduit à une diminution de la diversité cultivée, une diminution du nombre des espèces et à l'intérieur des espèces. Donc en France, il y a une étude pour comprendre pourquoi le rendement du blé, après avoir augmenté tout le temps de façon continue, stagnait depuis 1996. Et les chercheurs qui ont travaillé là-dessus ont trouvé que une part de l'explication, c'était le changement climatique et la sécheresse. Et une autre part, c'était la simplification des rotations, où on est passé à des rotations, peut-on encore appeler ça des rotations, blé sur blé, ou blé, colza, blé, de plus en plus. Et donc là, on peut voir l'impact de cette simplification extrême. Donc, à l'intérieur, sur l'évolution de la diversité cultivée à l'intérieur d'une espèce, nous avons travaillé à caractériser cette tendance sur le blé, l'évolution de la diversité cultivée dans les paysages français au cours du XXe siècle. Et donc, nous avons développé un indicateur que vous ne voyez pas, qui prend en compte à la fois le nombre des variétés, leur répartition dans le paysage, leur similarité génétique et également la diversité au sein de ces variétés-là. Et donc, nous l'avons comparé. Donc, ici, c'est le temps, donc avec 1900 et puis 2006.
Et en haut, c'est l'indicateur simple qui est juste de compter le nombre de variétés. Et en bas, vous devriez voir l'indicateur intégratif qui diminue ici, ensuite augmente un petit peu, puis diminue de nouveau. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que les tendances révélées par les deux indicateurs ne sont pas du tout les mêmes, qu'il y a un intérêt à prendre en compte ce qui est vraiment cultivé dans les paysages, et qu'on observe avec l'indicateur intégratif 2 périodes de grande phase de diminution. La première, qui est liée principalement au remplacement des variétés population locales par des variétés lignées pures, complètement homogènes génétiquement, et également par la culture à très grande échelle de quelques variétés phares dans les années 70. Et puis ensuite, là, il y a de nouveau une baisse qui correspond là plus à l'augmentation de la ressemblance génétique entre les variétés qui sont majoritairement cultivées dans les paysages et à une homogénéisation sur l'ensemble des départements français. Et donc pourquoi c'est important cette diversité qui est dans les paysages? Parce que on pourrait nous dire mais elle n'est pas perdue puisqu'elle est dans les banques de graines. Et dans la pratique, cette vision-là de la diversité conservée dans les banques de graines, c'est une vision statique où la biodiversité est vue comme un stock de gènes dans lequel on va chercher uniquement pour prendre un gène, introduire dans les variétés, alors que la biodiversité, en fait, doit être vue comme un ensemble de processus qui se produisent au niveau génétique, écologique et social, qui résultent des interactions entre les plantes cultivées et la biodiversité sauvage, l'environnement, l'homme et les sociétés, à la fois dans l'espace et dans le temps. Je vais juste prendre 2 illustrations. Donc ici, c'est pour illustrer dans l'espace. Donc vous avez ici une variété de blé qui est sensible à la rouille jaune. Je pense que vous pouvez voir une tache jaune là, ici. Donc c'est l'attaque de la maladie. Et puis, il y a une variété qui est résistante. Et là, c'est un mélange des 2 variétés. Et on ne voit pratiquement pas d'attaque. Et donc, on voit que le mélange des 2, en fréquence égale, ne conduit pas à une maladie, un niveau de maladie intermédiaire entre les 2, mais qu'on a bien des phénomènes de protection et de résistance supérieure. Donc, la manière dont on organise la diversité dans l'espace compte. Ce n'est pas juste de compter les allèles qui importent. Et également, dans le temps, il en a été parlé tout à l'heure, un même gène de résistance, donc toujours à la rouille jaune chez le blé, qui s'appelle YR17, qui est un gène qui procurait la résistance complète au début des années 90, qui a été utilisé en Grande-Bretagne et au Danemark dans beaucoup de variétés, de sorte que 50% des surfaces cultivées en blé avaient une variété avec ce gène de résistance. Et puis, ce que l'on voit, c'est que les populations de rouille, en 3 ans, en Grande-Bretagne, mais aussi au Danemark ici, et aussi en France, où on n'a pas encore commencé à cultiver les variétés, elles sont devenues virulentes et peuvent attaquer contourner le gène de résistance. Ce qui montre que ce qui compte, ce n'est pas ce gène en particulier de l'avoir en stock, mais c'est bien la manière dont on le mobilise dans les territoires. Et donc, je pense que vous êtes aussi très conscient de cette vulnérabilité qui est créée par trop d'homogénéité et d'uniformité génétique. Et qu'il est important d'aller au-delà, de chercher d'autres stratégies. Et on peut utiliser les conclusions d'un travail qui a été fait, qui a été publié en 2008 par un panel qui réunissait à la fois des experts gouvernementaux, des instituts de recherche, mais aussi de la société civile, privée, NGO, etc. Et qui ont cherché à évaluer l'impact et l'effet de la recherche des sciences et des techniques en agronomie
pour réduire la faim et la pauvreté, pour améliorer les moyens de subsistance et améliorer permettre un développement équitable et durable. Et donc ce travail-là a produit un certain nombre de propositions, enfin de conclusions, et dont j'ai sorti quelques-unes qui me sont apparues importantes. C'est que, bon, ils reconnaissent que la recherche classique en agronomie a bien contribué à augmenter significativement le rendement au cours du temps, accroissant la sécurité alimentaire, mais que les bénéfices ont été inégalement répartis et avec des impacts au niveau environnemental, et il conclut qu'il faut absolument changer de façon drastique la manière de faire la recherche et la gouvernance de la recherche pour aller vers des approches plus agroécologiques et également pour développer des approches de recherche participative qui adressées au système agricole à petite échelle. Et donc, il propose en fait de changer de paradigme et de redéployer dans les champs une diversité génétique, donc ce qu'on pourrait appeler écologiser l'agriculture à travers aussi une vision plus dynamique, une gestion dynamique de cette diversité, donc en développant des mélanges de variétés ou des populations hétérogènes. Et on voit que pour cela, si on remet de la diversité dans les champs, eh bien, il faut s'appuyer sur les agriculteurs parce que gérer ces peuplements hétérogènes, ça devient quelque chose de compliqué sur lesquels il faut bien travailler de façon très, très liée. Et donc, simplement, rapidement, l'intérêt de cultiver ces peuplements hétérogènes, il est d'une part à un instant donné, ça peut permettre de réduire les intrants et de stabiliser la production face à des variations aléatoires, des stress, des pathogènes, mais aussi au cours du temps, si on ressème année après année ces peuplements-là, eh bien ça peut permettre d'adapter cette diversité aux besoins du futur, à répondre aux changements climatiques, changements de pratiques, évolution des bioagresseurs. Et donc, j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt d'aller vers ces approches décentralisées et participatives qui reposent sur plus de biodiversité et aussi les agriculteurs maintenant dans les systèmes agricoles industriels du Nord, chez nous, voient aussi un intérêt à ces approches-là puisque ils sont clés dans la mise en place de ces systèmes. Et donc l'intérêt d'approches décentralisées peut se voir d'une part parce que dans la sélection centralisée pour développer des variétés se fait dans des conditions de stations expérimentales qui sont souvent proches de l'optimum et assez différentes de celles des fermes, et que les fermes en agriculture biologique présentent des conditions pédoclimatiques et des pratiques qui sont très variées, très contrastées. Il y a des travaux de l'équipe de Steve Jones à l'université de Washington ont montré ces interactions entre les génotypes et puis les modes de culture que l'on peut voir ici dans 5 sites dans l'État de Washington. Ils ont montré que les mêmes variétés, les mêmes familles en cours de sélection, cultivées en conventionnel et en agriculture biologique, donnaient, alors ici c'est le rang des lignées dans chaque système, donnait des classements complètement différents entre les deux systèmes dans 4 sites parmi les 5, le dernier étant moins différent. Et donc les conclusions, c'est que ces interactions sont très importantes avec des croisements dans les classements et que les conclusions, c'est il est plus efficace de pratiquer une sélection directe dans le système
agriculture biologique dans le site précis pour augmenter, pour progresser sur le rendement que de sélectionner en conditions conventionnelles et en particulier dans les conditions stressantes, limitantes en azote et en pluie. Et d'autres raisons aussi d'aller vers une approche, une sélection décentralisée participative, c'est des critères spécifiques, en particulier pour la qualité ou des pailles longues ou la transformation artisanale, qui ne vont pas pouvoir être adressés par une sélection centralisée, la recherche d'autonomie et la demande de variétés plus hétérogènes. Et il y a un exemple qui est très inspirant, qui vient des travaux de Salvatore Ceccarelli à Licarda en Syrie, qui est un précurseur pour la sélection participative, qui a montré que non seulement il y a un intérêt à décentraliser la sélection dans les différents environnements, mais qu'il faut aussi travailler de façon participative avec les agriculteurs. Et pour cela, il a fait une simulation de sélection avec 9 paysans dans leur propre ferme et un sélectionneur de Licarda. Le sélectionneur est allé sélectionner dans chacune des fermes et chaque paysan a sélectionné sur sa propre ferme. Et donc là, il a représenté les sélections qui ont été faites par les 9 paysans, chacun sur leur ferme, et les sélections qui ont été faites par le sélectionneur sur ces fermes-là. Et cet arbre, ça représente la ressemblance entre les lignées qui sont sélectionnées, c'est-à-dire qu'ici, ça ne se ressemble pas du tout, alors que là, le sélectionneur, il a sélectionné dans toutes les fermes des lignées qui se ressemblent beaucoup entre elles. Il n'a pas réussi à capter ce que les paysans voyaient, mais vous pourriez me dire, peut-être que les paysans ont sélectionné n'importe quoi sur leur ferme. On ne sait pas, et donc il a mesuré le rendement en grains et en biomasse sur les fermes issues de la sélection du paysan et issues de la sélection du sélectionneur. Et il montre que à chaque fois qu'il y a une étoile là, c'est que il y a un progrès significatif. Donc les paysans font aussi souvent pratiquement du progrès que les sélectionneurs, mais il y a un seul cas où il y a une différence entre les deux, et c'est le paysan qui est plus efficace que le sélectionneur sur sa propre ferme. Et donc la conclusion, c'est qu'il ne faut pas seulement décentraliser la sélection dans les environnements, mais il faut aussi, si on veut tirer le bénéfice maximum, il faut aussi utiliser les compétences et mettre ensemble les connaissances et les compétences scientifiques et des paysans. Et donc je vais ensuite finir en présentant le projet que nous conduisons sur le blé en France. Donc on travaille en nous appuyant sur le réseau Semences Paysannes, qui fait partie des mouvements qui a émergé à la fin des années 90 et dans les années 2000 en Europe, de paysans et de citoyens pour se réapproprier la biodiversité cultivée. Et donc dans ce projet, nos objectifs sont les suivants: développer des variétés populations adaptées aux pratiques des agriculteurs, presque tous en agriculture biologique ou agriculture paysanne, adaptées aux systèmes locaux et à des produits de qualité. Développer aussi des stratégies pour préserver la diversité cultivée à travers cette gestion dynamique à la ferme. Et pour les paysans, se réapproprier ou apprendre les techniques de sélection et de gestion de la diversité à la ferme. Et donc on a conduit ça avec une approche participative qui implique les paysans, mais aussi les consommateurs, dans certains cas, les transformateurs et les chercheurs, bien sûr. Donc au départ, il s'agissait d'une initiative d'un paysan qui se trouve dans le sud-ouest de la France, dans le Lot-et-Garonne, Jean-François Berthelot, qui nous a demandé de lancer ce programme-là en démarrant des croisements entre des variétés locales des landraises qu'il avait cultivées chez lui, qu'il avait observées, et qui souhaitait croiser pour recombiner
les caractéristiques intéressantes de ces différentes variétés. Donc on a été sur la ferme avec une collègue et on a fait une série d'une centaine de croisements sur l'indication du paysan entre des variétés qu'il avait chez lui. Il a ensuite multiplié 2 ans chez lui et ensuite c'est devenu quelque chose de plus collectif où il a distribué ces semences F3, de la génération F3 à des agriculteurs du réseau Semences Paysannes dans des associations locales un peu partout en France. Voilà le point de départ. Et donc le principe du travail de co-construction du projet, puisqu'on a commencé, on ne savait pas, on était d'accord sur les objectifs, mais on ne savait pas comment atteindre les objectifs, c'est de discuter, de mettre en œuvre des essais, et de les analyser, les évaluer, et puis de prendre des décisions pour faire évoluer les pratiques et le protocole. Et donc il y a à la fois, c'est une recherche qu'on appelle une recherche-action, où à la fois on avance dans la recherche et on fait évoluer le protocole au cours du temps en fonction des résultats. Donc on a une évaluation qui est sur les fermes dans les conditions de production des agriculteurs pour que ce soit vraiment, que ça réponde à leurs pratiques et à leur climat. Et alors je vais donner un exemple d'un travail de co-construction sur le dispositif expérimental qui nous a pris pas mal de temps au cours du projet. C'est le dispositif expérimental. Donc quand on a commencé, les agriculteurs nous ont dit on ne veut pas faire de répétition sur nos fermes parce que ça perd de l'espace. On préfère voir plus de population et pas les répéter. Et nous, on a dit oui, mais si on veut faire des analyses statistiques, on a besoin de répéter un tout petit peu parce que sinon, on ne peut pas faire la différence entre l'hétérogénéité environnementale et les différences génétiques réelles. Et donc, on a discuté et puis on a fini par proposer deux dispositifs. Dispositif de ferme régionale où il y a beaucoup de populations qui sont évaluées. Et là, les populations sont organisées en 2 blocs dans lesquels il y a 4 témoins qui sont répétés 2 fois. Et puis ensuite, il y a les fermes satellites qui veulent participer, mais avoir vraiment très peu de population. Et là, il y a un seul témoin qui est répété 2 fois. Et donc ça, après, on a dit c'est le minimum pour travailler et on a essayé d'analyser ces données-là avec les méthodes statistiques classiques et on a trouvé qu'on était très peu puissant pour comparer les populations sur chaque ferme. Et du coup, on a été travailler avec des statisticiens et on a cherché à améliorer parce que en fait, il y avait trop peu de répétitions sur chaque ferme et qu'on estimait très mal la variation résiduelle. Et donc en travaillant, je vais vous passer les détails parce que peut-être à cette heure-là, vous n'avez pas envie de voir des formules, mais on a utilisé des nouvelles approches qui sont dites bayésiennes, très différentes, pour utiliser l'information qui vient de l'ensemble du réseau, donc des expérimentations sur toutes les fermes, pour mieux prédire ce qui se passe sur chacune des fermes. Alors, ensuite, on a aussi mis en place progressivement les manières, qu'est-ce qui devait être observé sur chaque ferme. Et donc ça, c'est aussi les discussions des paysans qui ont choisi les étapes importantes où ils allaient faire des observations et qui ont choisi les critères et la manière de les observer. Et donc au début, les paysans nous ont dit on ne veut pas des critères, on ne veut pas des notes compliquées de 1 à 20, ça ne va pas, nous on va noter de 1 à 3. 1 c'est bien, 3 c'est pas bien. Alors on a dit d'accord, et donc ils ont rempli les fiches la première année, et puis quand on a récupéré les fiches, il y avait partout 1,5, 2,5, donc on a rediscuté, puis ils ont dit oui, finalement, c'est pas assez de 1 à 3, on a besoin de pouvoir mieux distinguer, donc on s'est arrêté sur des notations de 1 à 5. Alors voilà un petit peu comment les choses s'organisent si on imagine qu'il y a 4 fermes, mais en fait il y en a plutôt
25 et maintenant, cette année, il y en a 35 ou 40. Et donc sur chaque ferme, il y a le semis, les notations, les observations qui vont dans des formulaires et qui sont envoyées toutes au laboratoire de recherche et que l'on rentre dans une base de données pour pouvoir stocker, gérer ces données-là. Ensuite, il y a aussi des épis qui sont récoltés et qui sont aussi envoyés chez nous pour faire des mesures, poids de 1000 grains ou des teneurs en protéines ou des choses comme ça. Et ensuite, on essaie d'analyser ces données le plus vite possible entre la récolte et puis le semis. Et en septembre, il y a une réunion avec les paysans. Et là, on échange, on discute et ils prennent les décisions de ce qu'ils vont ressemer l'année suivante. Et éventuellement, ils échangent des semences, ils demandent des semences à d'autres paysans sur la base des résultats. Voilà, alors ça, c'est le nombre de populations qui sont cultivées sur l'ensemble des fermes, donc l'augmentation au cours du temps. Les couleurs, c'est des agriculteurs différents, donc au début, il n'y avait qu'un seul agriculteur. Et donc maintenant, on est à entre 800 et 900 populations différentes qui sont cultivées sur les fermes, observées, sélectionnées. Et donc ensuite, les paysans ont des possibilités différentes d'intervenir en termes de sélection. D'une part, ils vont déjà choisir l'environnement et les pratiques qu'ils vont appliquer aux populations sous sélection pour renforcer la sélection naturelle. Ils peuvent choisir des dates de semis ou des décalés ou des choses comme ça pour forcer la sélection naturelle. Mais ensuite, il y a surtout la sélection entre les populations où les paysans vont choisir quelle population ressemer en fonction de leurs propres observations, mais aussi du rapport de la synthèse de résultats qu'on leur fournit en septembre, avec des tests qui disent si des populations sont significativement différentes ou non. Ils peuvent les utiliser ou pas les utiliser, c'est comme ils veulent. Et puis ensuite, il y a aussi la possibilité d'introduire une nouvelle population sur les fermes, si les populations ne conviennent pas. Et donc ça, c'est aussi sur la base de leur observation. Et sur la base, on essaye de développer des analyses qui permettent de faire soit des regroupements de fermes ou de caractériser la capacité d'adaptation, la stabilité des populations sur différents milieux pour les aider à choisir des nouvelles populations à tester. Et puis finalement, donc ça, il y a une partie qui est en dessous qu'on ne voit pas. Il y a la possibilité de faire de la sélection à l'intérieur des populations, soit une sélection massale positive, ou qui peut être négative, élimination des plantes avant la récolte. Et donc sur cette sélection massale, au début, la plupart des paysans n'avaient jamais fait, et donc ils avaient peur des conséquences, ils ne savaient pas trop quel serait l'impact de ça, donc ils ne voulaient pas le faire. Et donc on a proposé de faire un protocole pour pouvoir évaluer la réponse à la sélection. Quel effet aurait leur sélection massale une année, l'année suivante sur la descendance. Et pour ça, il faut pouvoir comparer la descendance de la population si on sélectionne et puis si on ne sélectionne pas. Donc on leur a demandé de mettre de côté les épis sélectionnés et puis des épis pris au hasard là-dedans. Et donc là-dessus, on a mesuré les caractères pour caractériser le différentiel de sélection, c'est-à-dire le sens dans lequel ils souhaitent aller en choisissant ces épis. Et puis ensuite, on leur a proposé de semer les descendances de ça en parallèle dans leur dispositif, et là de récolter de nouveau des grains là-dessus pour mesurer la différence entre les descendants des sélectionnés et les descendants des épis aléatoires. Et comme ça, on peut mesurer la différence entre ça. Ça mesure la réponse à la sélection. Et on a fait un premier travail avec l'agriculteur qui avait commencé le projet, Jean-François Berthelot, qui était très motivé pour faire la sélection massale, et donc qui a fait une sélection massale au sein des populations F2. Et donc on a évalué les populations F3 sélectionnées
et comparer les non sélectionnés dans un dispositif avec des répétitions, etc. Et donc on a regardé, je crois qu'il y avait 35 populations différentes dans lesquelles Jean-François avait fait une sélection massale d'épis dans la F2, et on a regardé les descendances désélectionnées en F3 et non sélectionnées. Et on a comparé pour tous les caractères, pour tout un tas de caractères. Et en bleu, vous avez quand il y a une différence positive significative, et en marron, c'est quand il y a une différence significative mais négative. Alors ce que l'on voit, c'est qu'il y a déjà des populations qui ne répondent pas du tout, et d'autres qui répondent beaucoup, qui sont tout en haut. Et puis ce que l'on voit aussi, qui était intéressant, c'est qu'il y a des caractères comme le poids de grains par épi ou le poids de 1000 grains, qui, à chaque fois qu'ils répondent, ils répondent positivement en augmentant. Et donc ça, c'était quelque chose qui était quand même satisfaisant pour Jean-François de voir cette réponse positive. Également, on a vu que, ici c'est la hauteur des plantes, alors que l'objectif de Jean-François était plutôt de raccourcir un peu les pailles parce qu'il partait de variétés anciennes très hautes qui versent beaucoup avec la pluie ou qui versent facilement. Il voulait raccourcir un peu les pailles et qu'elles deviennent plus résistantes. Eh bien, vous voyez que c'est souvent en bleu, donc sans s'en rendre compte, il avait plutôt sélectionné pour augmenter la hauteur des pailles. Et donc quand il a vu ça, il a dit « Ah oui, c'est vrai, quand je choisis des épis, j'ai tendance à prendre les plus grandes plantes parce que les épis ressortent et que souvent ce sont aussi des gros épis. Et donc de façon inconsciente, j'ai tendance à augmenter la hauteur de mes populations. » Et donc ça, du coup, il a incorporé ça pour la suite de ses sélections. Et donc, quand on a montré ces résultats-là aux autres paysans, ils ont été intéressés pour faire de la sélection massale intrapopulation. Et donc, vous voyez que là, il y a plus de couleurs et que de plus en plus de paysans se sentent à l'aise pour faire des sélections et qu'ils évaluent la réponse, comment ça se passe dans la descendance. Voilà, il y a encore ensuite quelque chose qui est important, qui est les journées dans les champs, où donc on fait sur les fermes régionales, où il y a des discussions à la fois entre les paysans, les retours d'expérience, comment ça s'est passé, et aussi des échanges avec les chercheurs, présentation des résultats. Et finalement, il y a aussi quelque chose qui est important, qui est des sessions de formation, alors que l'on fait à la demande des associations locales, et on a fait beaucoup, il y a eu des demandes pour apprendre à faire des croisements, aussi pour apprendre les principes de la sélection. Et donc là, vous voyez donc un entraînement à faire des croisements sur les plantes de blé. Et donc, pour finir, je résume différentes innovations qui ont pu être développées dans le cours du projet. Donc à la fois des choses qui sont au niveau collectif, dans l'organisation, la manière de travailler tous ensemble entre paysans, les animateurs des associations locales et les chercheurs, comment on échange les données, on discute, on partage les expériences, on échange les semences. Ensuite, il y a aussi des outils et des méthodes plus génériques qui ont été développés pour pour aider à cette sélection-gestion collective. Donc les protocoles pour l'observation, les dispositifs expérimentaux, les statistiques, la manière de faire le rapport, et aussi une base de données, donc je n'ai pas le temps de parler, mais qui est vraiment adaptée pour gérer l'information sur l'histoire des semences, qui a sélectionné quoi et a échangé à qui, et les performances agronomiques. Et puis finalement, il y a aussi toute l'appropriation par les paysans des pratiques de sélection et de gestion, donc comment faire la sélection massale dans les populations, comment choisir des croisements ou faire ces croisements soi-même, etc. Voilà, et juste pour finir, les premiers résultats qu'on a eus cette année d'évaluation de variétés issues de cette sélection participative. Donc c'est
soit des mélanges de ces populations issues de sélection ou des populations toutes seules, que certains agriculteurs avaient commencé à multiplier en grand champ parce qu'ils étaient contents. Donc, ils ont accepté de faire une évaluation il y a 10 populations issues de sélection participative qui ont été comparées à 2 variétés qui sont utilisées en bio en France. Donc, une Renan qui est très utilisée en bio et une qui vient juste d'être une création variétale de l'INRA pour la bio, inscrite l'année dernière. Donc les 2 variétés sont en marron et les autres c'est les populations. Et là, les fermes sont classées un peu par potentiel de... C'est juste le rendement en grains. Et donc on voit que les variétés de l'INRA restent quand même supérieures dans la ferme où le potentiel est le plus fort. Mais il y a des variétés issues de sélection participative qui sont déjà très intéressantes et qui, en plus d'avoir un grand rendement, ont en plus des pailles hautes qui intéressent les agriculteurs et qui vont être testées en panification et dont ils espèrent qu'elles seront plus goûteuses que ces variétés modernes qui ne sont pas bonnes du tout en panification. Et puis on voit aussi que dans les fermes où c'est plus difficile, et bien là, toutes les variétés issues de sélection participative sont beaucoup plus intéressantes que les variétés commerciales. Voilà, alors pour conclure, donc, on est vraiment convaincu que devant l'accroissement des variations stochastiques du climat, enfin le changement climatique globalement, il y a une nécessité d'avoir plus de diversité dans les champs et que la sélection, la gestion à la ferme de la diversité sont vraiment une approche qui est complémentaire à la conservation ex situ pour maintenir la diversité génétique. Vous avez vu qu'avec 25 agriculteurs, on arrivait à près de 800 populations très très différentes et que le fait de travailler en impliquant de nombreux acteurs, les agriculteurs, mais ça peut être aussi des consommateurs ou les transformateurs ou des petits sélectionneurs, ça va augmenter la résilience du système parce que le contrôle ne va pas être entre les mains un seul acteur. Les décisions sont moins concentrées et la variabilité génétique est distribuée. Et que ça aussi, il y a aussi des vertus à collaborer entre recherche et citoyens pour faire émerger des questions de recherche qui sont vraiment nouvelles et originales, qui n'auraient pas vu le jour sinon, et aussi pour donner plus de sens à notre recherche et stimuler aussi l'intérêt des citoyens pour la recherche et leur implication pour déterminer les besoins de recherche et les adresser aux autorités. Et donc il y a encore des goulots d'étranglement à développer plus ces approches-là et on espère des leviers pour aller vers une transition vers ce système. Donc la difficulté, c'est de transférer et de pérenniser ces approches. Et pour cela, on sait qu'il faut continuer à former les animateurs des associations locales de paysans, parce que ce sont vraiment des chevilles ouvrières qui font le lien entre la recherche et les agriculteurs, et que l'aspect animation, c'est très très important là-dedans. Que vraiment, c'est peut-être spécifique à la France, mais le système de régulation des semences nous bloque beaucoup, et donc il faudrait réviser à la fois les critères, relâcher les critères d'homogénéité, les critères agronomiques pour inscrire les variétés, et aussi favoriser les droits des agriculteurs à échanger et ressemer leurs semences sur leurs fermes. Trouver un moyen de développer et pérenniser des plateformes de recherche participative multi-acteurs qui pourraient bénéficier de financement récurrent et on ne serait pas obligé tout le temps de courir après des projets de 2 ans, 3 ans et qui rendent la pérennité difficile. Et puis trouver aussi les sources de financement pour les associations qui est
où c'est très important cette dimension collective. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'ai aussi normalement la liste de mes collaborateurs de recherche et de tous les agriculteurs et les animateurs du réseau paysanne, du réseau Semences Paysannes avec qui ce projet a été développé. Merci.